Comment les outils numériques transforment-ils le secteur de la santé? Quel est le véritable impact de ces innovations sur les patients, les professionnels de santé et les entrepreneurs? Découvrez les conseils du Dr Antoine Piot, expert en santé numérique et entrepreneur qui partage les opportunités et les désillusions cachées de la e-santé avec authenticité et bon sens. Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo en cliquant sur le bouton d'inscription, d'abonnement qui est quelque part par ici ou par là. Et si vous souhaitez vous aussi contribuer à une santé plus individualisée, rejoignez la communauté des visionnaires santé en cliquant sur le lien dans la description et indiqué aussi juste ici. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le professeur Antoine Piot, qui a de multiples facettes. Donc, il est à la fois médecin en gériatrie, expert auprès de la Commission européenne. Il a été aussi animateur télé au magazine de la santé sur France 5, cofondateur de la start-up Certipère, responsable des outils numériques, donc expert au CHU de Toulouse, associé à Orcatech, donc spécialisé dans la longévité. J'oublie certainement aussi d'autres activités ou nouvelles activités dont on parlera plus tard. Plombier, plaquiste. Ah, ça je ne le savais pas. Peut-être en hobby le week-end. En tout cas, tu fais partie de cette nouvelle génération de pros de santé qui vont au-delà de leur simple fonction de médecin. Et donc, je suis ravie de t'accueillir ici. Donc déjà, Antoine, peux-tu tout simplement te présenter, nous parler de ton parcours en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir médecin et spécialisé en gériatrie? C'est pas forcément courant. Alors devenir médecin, très honnêtement, je m'en souviens plus trop. Ouais. C'était pas une vocation. Je suis pas sûr que la vocation existe vraiment d'ailleurs. En revanche, la gériatrie, c'était surtout la peur de l'ennui. Et finalement, comme il y a une surspécialisation en médecine, je me disais, vaut mieux commencer dans quelque chose de très vaste, très transversal. Ouais. Sinon, on se retrouve très rapidement à empiler des Legos bleus avec des Legos rouges et à faire quelque chose de totalement inintéressant. Donc finalement, l'aspect super généraliste de la gériatrie, ça me plaisait beaucoup. D'accord. Et c'est pendant tes études que tu as eu l'idée de te spécialiser en gériatrie ou Oui, c'est en passant à l'hôpital dans un service de gériatrie. Donc c'est par hasard, oui. D'accord. Parce que finalement, la médecine, c'est du compagnonnage. On passe la moitié de notre temps. On parle souvent de la longueur des études, mais en réalité, c'est de l'alternance. Ouais. On est toujours en train de travailler. Et on a des expériences de terrain qui nous permettent de dire, voilà, c'est ça qui me plaît, quoi. La gériatrie, tout comme la e-santé, c'est très transversal. Ça touche à des besoins universels et on peut découvrir des choses nouvelles tous les jours. Tout reste à faire en plus, c'est un peu un champ vierge, un petit peu un Far West. Hein. La gériatrie, ça allait de moins en moins, heureusement d'ailleurs. Mais la e-santé, ça reste un joyeux bordel quand même. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, parce qu'on peut construire des choses nouvelles, sa propre route. Tout n'a pas déjà été fait, entre guillemets. D'accord. Et parmi toutes tes casquettes, tu as cofondé Certipère avec ta femme Hélène Gauthier. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement pourquoi vous avez souhaité fonder cette entreprise, ça part de quoi et quel impact a Certipère dans le monde de la santé aujourd'hui? Alors, on n'avait pas du tout vocation à créer un nouvel outil, hein, très honnêtement. Moi, je préfère aller chercher des choses sur étagère et les implémenter. Elle avait la fibre entrepreneuriale, l'envie de créer quelque chose de nouveau qui réponde à un besoin très concret parce qu'elle vient du e-commerce et c'était pas follement épanouissant. Et on avait identifié un besoin non couvert de communication personnalisée avec les patients. On n'a pas trouvé d'outils satisfaisants, donc on se dit, on le développe, allons-y. Et on a impliqué énormément de professionnels. Hein. C'est vraiment quelque chose qui part du terrain. Il y a 150 professionnels de santé qui ont participé au développement. Et ça répond à un besoin des patients être mieux informés par leurs professionnels, qui passent de moins en moins de temps avec eux. Et ça répond à un besoin des professionnels, arriver à informer de manière correcte et avoir une adhérence de nos patients, sachant qu'on a un temps très limité. Et donc faire de la qualité malgré le peu de temps dont on dispose. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve. C'est un besoin universel en médecine, très transversal. Et on a mis 3 ans à vraiment peaufiner cet outil pour qu'il s'intègre en plus dans les usages. Il ne suffit pas d'identifier un besoin non couvert et d'avoir un outil qui répond. Il faut en plus arriver à s'intégrer dans les pratiques et ça, c'est probablement 95% du travail. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant d'outils, en tant que responsable des outils digitaux au CHU de Toulouse, comment tu vois le futur de la médecine numérique, digitale et notamment quels sont les défis et les opportunités
comment faire pour intégrer tous ces outils finalement dans les parcours de soins? Parce que je pense que c'est ça en fait la clé. Mais tout à fait. Déjà, il faut peut-être mettre la technologie un peu de côté. Je pense que c'est le premier réflexe. C'est-à-dire, on a trop tendance à mettre la technologie en avant. Intelligence artificielle, algorithme. Franchement, c'est la dernière roue du carrosse. Il faut d'abord observer ce qui se passe et voir ce qui ne va pas bien. Donc, trouver les points de douleur, trouver les besoins non couverts, voir ce qui dysfonctionne et qui pourrait être amélioré. Et on verra plus tard si c'est la technologie qui peut les améliorer. Ensuite, effectivement, quand on a identifié ce besoin et qu'on pense qu'une technologie peut y répondre, soit existante, souvent il s'agit de techno existantes dans d'autres domaines, soit une technologie à développer, là on peut commencer à travailler. Et enfin derrière, il faut voir, écoutez, comment vous travaillez et comment je peux intégrer cet outil dans vos parcours de soins, sinon ça ne marchera pas. On peut identifier un besoin non couvert, développer un outil qui répond parfaitement et que les professionnels ne l'utilisent jamais. Si on ne s'est pas vraiment intéressé à leurs contraintes, à la manière dont ils travaillent, mais aussi aux patients, à leurs contraintes, à la manière dont ils perçoivent la santé. Et ça, je pense que c'est la plus grosse erreur faite par les entreprises. Mais que ce soit des startups ou des grosses entreprises. Hein. Il y a des gros éditeurs qui se sont royalement plantés, qui sont en perte de vitesse parce qu'ils ont vraiment trop délaissé les usages basiques de terrain, quoi. Ils ont dit, mais ma fonctionnalité est super, vous verrez, ça va régler vos problèmes. Ouais, d'accord, mais c'est inutilisable. Soit, donc ça ne marchera pas, point. Après, il y a un cliché où on dit que l'hôpital, c'est lent à changer, plus lent. Oh, c'est pas un cliché. Non. Alors, l'hôpital est très, très lent à changer. Mais la médecine, hein, franchement, en fait, alors, toute grosse structure est lente à changer, qu'elle soit publique ou privée, très honnêtement. Mais après, la santé... c'est un milieu complexe. Après, c'est sensible. C'est un milieu sensible qui est complexe avec de multiples intervenants. C'est pas juste une relation fournisseur-client comme dans d'autres domaines. Donc vraiment, je veux dire, on peut pas aborder la santé en se disant ça va être simple, j'ai un outil super, ça va. Non, ça demande vraiment de la réflexion, de l'observation. Et finalement, le fait on parle toujours je peux citer un nom d'entreprise, j'en citerai d'autres après. Donc Doctolib, par exemple, c'est un des gros cartons en médecine, mais c'est un agenda partagé, c'est basique au possible. C'est de la low-tech. Ils ont répondu à un besoin. Et voilà, mais finalement, les gens n'en ont pas tiré les bons enseignements. Ils ont c'est parlant quand même. Ça veut dire qu'il faut commencer par des choses très simples et mettre énormément d'énergie à les mettre en œuvre dans le quotidien. Ça ne sert à rien d'aller chercher un truc complètement, une technologie de rupture si finalement on n'est pas capable de la mettre en œuvre. Donc je pense qu'il faut revenir les pieds sur terre. D'accord. Et arrêter de se laisser illuminer par de la deep tech qui finalement est peut-être génial, mais peut-être que le système n'est pas mature, tout simplement. Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont amoureux de leur techno, il y a un côté... Mais tant mieux, il faut, mais c'est super. Mais effectivement, des fois, on peut être déconnecté mais c'est largement, du quotidien. C'est largement aussi dangereux d'arriver trop tôt que trop tard. Genre, on a tous en tête l'histoire de la carte à puce, etc. Donc souvent, on arrive trop tôt. Et dans le système de la santé, qui est en retard, le système de la santé, il a deux décennies de retard par rapport à l'industrie classique, je veux dire. Donc il faut en tenir compte. Et le gros danger, je pense, c'est d'arriver trop tôt. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant, avec Amazon et autres, d'avoir tout de suite. Avec ChatGPT, on pose une question, on a la réponse mais ça tout de suite. se passe pas comme ça en santé. Et c'est vrai qu'en santé, il faut attendre, prendre rendez-vous, attendre d'avoir le rendez-vous, attendre les résultats de la bonne analyse, attendre. Il y a quand même beaucoup d'attentes. Donc il y a de la place pour l'innovation technologique de rupture, je ne dis pas ça. Non, mais disons que c'est pas une fin en soi. Exactement. Ça doit être un moyen et pas une fin en soi. Tout à fait. Les outils. Et d'ailleurs, avec l'explosion de ces outils, on observe une explosion des données de santé. Alors, pas que dans le système de santé, d'ailleurs, c'est ce qui est paradoxal. Entre les montres connectées, tensiomètres, il y a pas mal de choses qui se développent et qui deviennent accessibles au grand public. Du coup, on se demande comment ça va se passer, cette gestion de tous ces milliards de données de santé. Il y a quand même la blockchain aussi qui arrive. Est-ce qu'elle aura peut-être un coup à jouer? Comment ça va se passer plus tard? Est-ce que c'est le patient qui aura enfin accès à cette donnée de santé? Moi, j'ai un exemple. J'avais voulu demander mon dossier médical au CHU de Toulouse et je ne l'ai toujours pas. Parce que j'avais un rendez-vous avec un professionnel de santé hors de la région et je crois que ma demande n'a toujours pas abouti. C'est quand même bizarre, c'est quand même mes profs de données de santé que je demande. Je demande pas. Je n'avais pas l'impression de demander quelque chose de compliqué.
Est-ce que tu penses qu'avec ces outils numériques, on va enfin pouvoir avoir accès plus facilement à ces données de santé en tant que patient? Est-ce que le partage des données de santé va être plus simple entre professionnels? Oui, mais je pense très honnêtement que le travail qui a été fait par l'Agence du numérique en santé ces 2 dernières années était nécessaire. C'est-à-dire, il faudrait commencer par avoir des fondations communes. Là, l'image de la maison, elle est bien trouvée. L'urbanisation dont il parle, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on ne peut pas partager des choses si c'est des cailloux et des patates, quoi. Donc, à un moment, et de la même manière, je pense que de survendre la techno nous a desservi. Moi, je me rappelle, au début, les fans d'IA qui venaient en médecine disaient « Ouais, mais on s'en fout, la donnée, elle est dégueu, elle est sale, mais avec l'IA, ça va tout nettoyer, ça va être génial. » Mais non, ça ne marche pas. Et les mecs qui s'intéressent vraiment à l'IA, ils disent « Rubbish in, rubbish out ». Si on met de la merde dedans, on obtient de la merde à la sortie. Donc, il faut avoir des données, certes, mais des données propres, des données de qualité. L'IA ne va pas rendre une donnée de mauvaise qualité en donnée de bonne qualité. Ce n'est pas possible. Donc, il faut déjà commencer par structurer tout ça, avoir des données qualifiées propres, et après, effectivement, l'IA jouera à pleine puissance. Et ChatGPT, on met de la merde dedans, on obtient de la merde à la sortie. Ça n'invente rien. Je veux dire, ça se nourrit du passé. Donc ça, de la même manière, en le vend comme un truc disruptif, non, c'est un super moteur de recherche qui se nourrit du passé et qui fait du passé ressucé. Il ne fait pas du nouveau, en fait. Moi, je vois ChatGPT comme un stagiaire qui a plein de doctorats. Stagiaire, sacrément efficace quand même. Oui, mais qui a vraiment une connaissance de plein de choses. Mais à un moment et donné, qui recrache. Qui recrache, mais à un moment donné, il faut quand même l'entraîner, lui apprendre dans notre contexte. Mais par définition, il a fallu lui donner de la donnée. Mais après, c'est pas pour dénigrer. Je dis pas que c'est pas une rupture, que c'est pas hyper innovant, mais c'est pas magique. C'est pas magique. Et si on le remet pas à sa juste place, on n'en fait pas un bon usage, quoi. Donc je pense effectivement la donnée c'est capital, mais la première étape, et je pense que là pour le coup il y a vraiment eu du bon boulot qui a été fait, c'est quel type de données on veut d'abord, et après on verra comment on la traite. Et tu penses qu'avec la blockchain qui permet déjà de sécuriser le côté transparence, qui a un coût à jouer dans la santé plus tard? Peut-être pas maintenant parce que c'est quand même pas pareil, dans les mœurs. Des fois on met blockchain en avant comme un mot magique. Pareil, oui, il y a des domaines, des domaines d'application particuliers où la blockchain, parmi d'autres technos, aura un rôle à jouer. Point. Je veux dire, c'est un outil parmi d'autres qui rendra service parfois, qui sera complètement inutile d'autres fois, qui va complexifier les choses par ailleurs. Donc, voilà. Bien entendu on est un peu dans une bulle, quoi, où on dit tout et n'importe quoi, où on a des étendards, etc. Donc moi j'en attends beaucoup à titre personnel des technologies de l'information et de la communication pour le futur de la médecine, vraiment. Mais je crois que ça va être beaucoup plus long à se mettre en place que ce qu'on dit. Et puis je pense que c'est déjà le cas. Je veux dire, quand on voit ce qu'on disait il y a 10 ans et aujourd'hui, il n'y a pas eu de révolution non plus. donc ça va, voilà, faut pas le survendre, faut bien l'utiliser, que les professionnels de santé s'y intéressent, justement pour pas trop se faire avoir par cet écran de fumée. Et aussi, ce qui est très difficile, c'est le changement des pratiques, qui est très difficile en général et encore plus en médecine. Et finalement, il y a un coût à jouer aussi pour les sciences humaines et sociales, c'est comment accompagner ce changement de pratique de manière fluide pour que les professionnels qui sont en retard sur les attentes des patients, parce que les patients ils sont prêts, puissent tranquillement les rejoindre, quoi. Et d'ailleurs, on voit des changements de comportement des patients, notamment liés à ces technologies, puisqu'on a accès à de l'information. La bonne, je ne sais pas, mais en tout cas de l'information, de la surinformation, est ce que j'appelle Dr Google pour certains. Maintenant, beaucoup de patients aimeraient être un peu plus acteurs de leur santé. Il y a des tendances comme le biohacking et autres tendances de coaching, santé, etc. Plus toutes ces technologies émergentes. D'après toi, comment tu vois l'évolution de ton rôle en tant que médecin? Je pense que comme les études de médecine ont évolué, d'abord, avant on nous assénait les connaissances, on ingurgitait les connaissances et on les recrachait pendant 40 ans d'exercice ou plus, ce qui n'était pas vraiment satisfaisant. Maintenant, on nous apprend plus à apprendre. Donc, on nous apprend plus à aller chercher l'information, se remettre à jour, toujours évoluer. Et finalement, ce qu'on a appris à un temps donné, c'est obsolète 5 ans plus tard. Donc c'est plus apprendre à apprendre. Bon, c'est un cliché ce que je dis, mais je pense que… Merci. Mais je pense que le rôle du médecin, de plus en plus, ça sera d'accompagner les patients plus que de leur asséner. Et tant mieux. Je veux dire,
tant mieux. Et de la même manière, je pense dans l'éducation nationale, il serait bien qu'ils évoluent plus vers apprendre à apprendre et accompagner les gens vers la recherche d'informations que juste toujours recracher les mêmes choses. Un peu ce que me disait un de mes profs il y a très longtemps dans mon école d'ingénieur, il disait le rôle d'un ingénieur, c'est pas finalement de connaître les choses, mais c'est de savoir trouver la bonne information au bon moment pour la bonne problématique. Mais j'ai envie de dire, trouver la bonne information sur un sujet donné, que ce soit dans le journalisme ou en médecine. Alors certes, la technologie de l'information, de la communication, ça a démultiplié la problématique, ça l'a accéléré, mais c'est une problématique qui existait avant. Oui. Je veux dire, c'est pas le JT de 20 heures qui permettait d'avoir la connaissance, on est d'accord? Donc ok, maintenant j'ai 50 000 sources, certaines toutes pourries, certaines de très bonne qualité, ben avant j'avais qu'une seule source de mauvaise qualité. Donc voilà, donc il faut juste que j'apprenne à jongler avec ça. Et je pense que le médecin doit avoir un rôle d'accompagnant. Et il ne peut pas avoir ce rôle d'accompagnant s'il ne s'informe pas lui-même de ce qui existe comme source d'information. Donc les médecins doivent s'intéresser. Alors maintenant, ils s'intéressent, très honnêtement. Moi, quand j'étais externe, il y a des médecins qui disaient « Oh non, je dis aux patients de ne pas aller sur Internet ». Ah bon, et vous croyez qu'ils vous écoutent? Et maintenant, les gens ont l'intelligence de les accompagner sur l'usage qu'ils ont d'Internet. Mais de la même manière, ils les accompagneront sur l'usage qu'ils ont de ChatGPT, GPT, etc. D'ailleurs, moi j'espère. Moi honnêtement, l'IA, effectivement, je trouve que ça, on en parle beaucoup, alors que ça fait quand même des années que ça existe, mais bon, ChatGPT a délié, on va dire, les langues, les articles, la sensation par rapport à ça. Mais est-ce que finalement, tous ces outils comme Google Lens ou etc., est-ce que ça ne permet pas tout simplement à aider le médecin en support aussi, pour le diagnostic, la prescription, et finalement redonner au médecin le rôle qu'il avait à l'époque des médecins de village, entre guillemets, de créer du lien, jusqu'où ça peut aller, et puis quelle place vont laisser les médecins à ces technologies? Parce que j'imagine que, comme tu dis, ils ont appris pendant 10, 15 ans, je ne sais pas combien de temps ça a duré, à faire un diagnostic. Comment ils vont voir arriver un outil en 2 temps 3 mouvements? Est-ce que c'est une bonne chose? Ça va me faire gagner du temps? Je pense que c'est ni noir ni blanc. Je pense qu'il y aura des gens qui se reporteront à 100% sur l'IA et qui vont faire des bêtises, je pense, et qui se déchargeront complètement sur l'IA et qui ne communiqueront pas plus avec leurs patients. Et il y en a des gens qui s'en serviront, intelligemment, comme support, mais qu'ils interpréteront et qui valideront ou invalideront selon leur expertise à eux, et qui prendront ce temps de recherche d'informations libéré pour communiquer avec le patient. Mais ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Et je veux dire, ça existait déjà, le médecin de campagne de l'époque, All is beautiful, mais très honnêtement, des fois, il faisait pas mal de merde, quoi. Et qui avait de l'impact sur la vie des gens. Donc, bon, à chaque époque, ses avantages et ses défauts. C'est pas la panacée, mais je pense que c'est intéressant. Et dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça existe et qu'il faut s'y intéresser et les utiliser à bon escient. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas, ça c'est sûr. Et on ne peut pas non plus y faire une confiance aveugle. Parce que bien évidemment que l'IA ne va pas être sans défaut et sans erreur, quoi. Et avec toutes ces technologies qui s'accélèrent, entre guillemets, comment tu vois la médecine de demain? Alors, vu le temps que ça prend pour avoir des changements, on va dire dans 30 ans, d'après toi, comment tu imaginerais, comment se passerait une consultation ou comment les patients géreraient leur santé? Est-ce que tu penses que dans 30 ans, il y aura des changements significatifs ou pas trop? Je pense qu'il y aura des changements, mais indépendamment de la techno, je pense qu'on va arrêter de tout médicaliser. Je veux dire, tout n'est pas médecine, quoi. Et toute la santé n'est pas médecine. Non. Et typiquement, je pense que la prévention médicalisée ne marche pas. C'est clairement un aveu d'échec cinglant. Il n'y a pas de prévention en France. Donc je pense qu'il y a toute une part de la santé qui doit échapper au médical. Et je suis médecin et je le dis, quoi. Clairement, parce que ça ne fonctionne pas. Donc ça ne sert à rien de s'entêter quand quelque chose ne fonctionne pas. Et je pense qu'on va recentrer les professions de santé sur leurs valeurs vraiment ajoutées, quoi, vraiment ce à quoi ils servent vraiment. Et si les choses se passaient dans le meilleur des mondes, mais je ne sais pas si ça sera le cas, effectivement, et si on utilise les bons outils à bon escient de la bonne manière, on peut imaginer que la techno va être un relais du médecin pour pouvoir... Désolé. La techno, je pense que dans l'avenir, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes,
et avec un bon usage des technos. La techno va permettre de prolonger l'action du médecin dans le temps et dans l'espace. Ouais. Donc, pas juste le temps présentiel qui restera court de toute façon, mais finalement, on pourra rester avec son médecin de proximité référent en contact plus longtemps, notamment à travers les outils technologiques et pas forcément aller chercher sur Google parce que notre médecin il peut nous parler qu'en présentiel. Donc c'est une solution aussi à ces dérives techno. La techno est elle-même une solution aux dérives techno. Et on peut imaginer effectivement qu'on libérera du temps d'échange qualitatif avec les professionnels, mais c'est peut-être utopiste, hein. Peut-être qu'il va se passer exactement l'inverse et que les gens ne communiqueront pas plus et qu'ils vont juste nous voir encore moins de temps et se décharger encore plus sur les outils techno. Donc tout est possible très honnêtement. Mais la version que j'aimerais bien voir, ça serait la première. C'est-à-dire plus de temps libéré, plus d'échanges avec les patients. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un pro de santé qui aimerait justement rester à la page, entre guillemets, pas louper le train de ces outils numériques? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'y mettre en fait? Très honnêtement, il suffit d'avoir l'envie, l'enthousiasme. Hein, je veux dire, tout est là. Hein, je veux dire, les infos, il y a des webinaires, il y a des sources fiables, il y a des agences nationales, il y a des agences régionales, il y a des groupes de travail, il y a des think tanks qui sont sains. Il y en a qui sont moins indépendants, d'autres plus indépendants. Donc l'info, elle est là. Donc s'il sait chercher l'info et s'il a envie, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr, si on n'a pas envie de changer, on est dans son train-train quotidien, bien dans ses pratiques, ça risque de mal se passer, quoi. Et inversement, aux entrepreneurs qui veulent justement créer des outils pour ces pros de santé, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je pense qu'il faut qu'ils s'imprègnent, quoi. Je veux dire, je vais pas monter une boulangerie si j'ai jamais goûté une baguette de pain et si j'ai pas fait une étude de marché. Donc je trouve que les gens perdent leurs bons réflexes. C'est-à-dire des gens qui ont des très bons réflexes dans le business, et quand ils adressent le système de santé, ils les perdent. C'est-à-dire ils vont se baser sur une histoire personnelle. Ils vont dire, généralement, c'est un besoin universel, je vais vous apporter la solution. Mais je ne sais pas, fais ce que tu sais faire. Fais une étude de marché, va faire des enquêtes de terrain, intéresse-toi, regarde comment les gens travaillent. J'ai l'impression qu'ils désapprennent ce qu'ils ont appris parce que c'est la santé. Mais non, ça marche comme le reste. C'est des humains, il y a des gens qui n'ont pas envie de changer, qu'il faut motiver, faut que ça réponde à des problématiques du quotidien, faut que ça soit pas trop emmerdant, pas trop cher, pas contraignant, voilà. Donc continuer à faire les choses, mais bien. D'accord. Pour finir sur une question un peu plus personnelle, chaque fois que je te vois, pourtant tu fais plein de choses, tu es toujours de bonne humeur, au top de ta santé, toujours en pleine forme. C'est quoi ton secret en fait? En fait, je suis un gros con dans la vie et je donne tout juste pour les interviews. Honnêtement, chaque fois que je te vois, tu es toujours, pourtant je sais que tu es toujours ouais, non mais je touche du bois, on verra si ça va durer. Je suis pas tout à fait ri encore. Voilà. Mais comment tu fais en fait? Parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Non, mais je pense que tu dors quand? Je pense que c'est d'être dans le changement. Non, je ne vais pas non plus idolâtrer le changement, mais d'être dans la recherche d'amélioration, dans l'innovation quand il y en a besoin. Des fois, il n'y en a pas besoin. Donc, le côté enthousiaste qui fait qu'on ne s'ennuie pas et que c'est sympa. Donc ça a du sens pour toi. Exactement, ça a du sens. Je pense que faire tous les jours la même chose de 8h à 20h, ça me déprimerait profondément. C'est les tempéraments. Donc t'as pas un petit secret santé à dévoiler? La drogue. Des quantités fantastiques de drogue. On va dire que tu te drogues à la vitamine C. Voilà, c'est ça. Ok, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. En tout cas, si jamais vous avez des questions pour Antoine ou moi, n'hésitez pas à lui envoyer à elle. Oui, c'est ce que j'allais dire, à vous contacter. Et je lui ferai passer, donc vous pouvez les écrire soit dans les commentaires de la vidéo ou éventuellement utiliser le lien qui sera dans la description du podcast si vous écoutez le podcast. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite ou ici pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo publiée. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, inscrivez-vous à ma newsletter et découvrez comment devenir vous aussi un visionnaire santé. Cliquez sur le lien dans la description et indiquez aussi juste ici. Je suis Adriana Georges et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer d'explorer et imaginer la santé de demain.